Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans cette conférence organisée par Isegoria by Media Campus. Alors, on se présente. Alors moi c'est Lola. Moi, c'est Mathieu et donc on est étudiant au bachelor d'Audencia Sciences Com et on fait partie de l'association Isegoria by Media Campus. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout, Lola. Alors Isegoria by Media Campus, c'est l'association étudiante donc de l'école de communication Audencia Sciences Com. Donc en fait on propose toute l'année des conférences avec des personnalités inspirantes autour du monde de la communication et des médias. Et donc pour cette première conférence de l'année, on a l'honneur de recevoir Mercedes Hera, cofondatrice de l'agence de publicité BETC. Bonsoir Mercedes Hera, Bonsoir. merci d'être avec nous. Alors, je vous rappelle que le sujet donc, de cette conférence porte autour de la lutte contre les inégalités femmes-hommes, en particulier dans le monde de la communication. Donc voilà, un sujet très actuel qui suscite de nombreuses discussions, des mouvements sur les réseaux sociaux qui libèrent des paroles. N'oubliez pas que vous pouvez réagir donc directement dans les commentaires pour poser vos questions, voilà, simplement réagir. On aura un temps en fin d'interview pour vos questions qu'on pourra directement poser à Mercedes Serra, donc voilà, n'hésitez pas. Alors Mercedes Serra, comment allez-vous? Je vais bien. Je suis contente d'être avec vous. Ah bah c'est super, nous aussi. Donc vous êtes à la tête de la plus grosse agence de publicité en France, BETC, présidente exécutive chez Havas également. Et vous êtes engagée dans de nombreuses associations féministes. Donc on va apprendre à mieux vous connaître tout au long de cette conférence. Mais avant, est-ce que vous voulez compléter ce portrait-là de vous? Non, je pense que quand je vous entends, j'ai envie de parler de l'agence parce que c'est plein de gens. Aujourd'hui, on est plus de 1000, donc c'est une taille de très grande agence, taille américaine en fait. Et l'objectif de cette agence, c'était de proposer une alternative française à l'international, de ne pas laisser les anglo-saxons régner en maître. Et on ne savait pas qu'on allait y arriver, mais on y est un peu arrivé. Et 20 ans après la fondation, on voit qu'on est consulté de façon internationale et qu'on propose finalement une vision internationale à la française. Et ça nous va bien. Il y a plein de talents à l'agence et c'est ce qui est le plus important. En fait, une agence, c'est un métier d'artisan. Si on veut que la publicité soit de qualité, pour moi, la publicité, c'est très important. Et pour qu'elle soit qualitative, parce que c'est comme dans tous les métiers, on peut faire du brillant et du mauvais. Et si on veut qu'elle soit qualitative, il faut finalement faire rentrer beaucoup de talents différents. Et c'est ça qui a toujours été à la tête de l'idée de BETC. Ok, donc c'est toute une organisation qui a donc porté ses fruits. Donc parcours très intéressant, merci à vous. On va pouvoir passer maintenant aux questions avec Mathieu. Oui, alors on va passer donc au premier thème donc de cette interview, la première partie. On va se pencher plus sur votre ascension professionnelle dans le monde de la communication et de la publicité. Alors, question toute simple pour commencer, quel était votre métier de rêve étant jeune? Est-ce que vous vous imaginiez dans la publicité? Je ne m'imaginais absolument pas dans la publicité. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai fait des études dans un premier temps de professorat pour les lettres. Je pense que c'était lié à mon immigration parce que je voulais tellement m'intégrer que toute petite, j'ai pensé que le métier le plus magnifique en France, dans le monde, c'était prof de français. Et donc, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait des études tout à fait formidables en Hippocagne, Cagne, Recagne, tout ça pour être prof de français. Et finalement, quand j'ai été prof, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans le rythme qui ne m'allait pas. Il y avait pas mal de choses qui ne m'allaient pas. Et donc, pendant l'été, parce qu'il fallait quand même que je gagne ma vie, j'étais jeune, mais je gagnais ma vie très jeune. J'ai passé le concours d'HEC, j'ai eu HEC. Donc, j'ai eu, et ça, c'est vraiment la France, quand elle fonctionne bien, une bourse pour pouvoir faire HEC. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait un stage dans la pub et loin de moi, je ne savais toujours pas si je n'allais pas retourner au professorat, j'en savais rien. Et je dirais que ça a été une rencontre inattendue, parce que quand je suis rentrée dans la publicité, je me suis dit que c'était un métier pour moi. Donc je trouve ça difficile d'ailleurs pour les jeunes
d'identifier leur métier et je trouve que dans le parcours scolaire, on passe pas assez de temps, il n'y a pas de système d'orientation qui soit suffisamment valable parce que c'est tellement dur de trouver, le métier qui nous va et Ouais. c'est très important de trouver le métier qui va à chacun. Ouais, C'est effectivement, sûr. ça prend du temps et jusqu'à tard, parfois, on Et sait même pas oui, ce mais qu'on c'est des rencontres, donc c'est une rencontre avec un métier. C'est difficile de décider. Moi, tel que j'imaginais la pub, je l'imaginais mal, quoi. On est en Mmh. fait envahi, dans un monde de clichés. En plus, il faut dire à tous les jeunes qu'il faut écouter personne. Faut voir si on se sent bien dans tel ou tel métier. Il y a pas des métiers nobles et des métiers pas nobles. Il y a des métiers où on se sent bien et des métiers où on se sent pas bien. Il faut choisir un métier où on se sent bien. Ouais, donc vous avez du coup, vous êtes rentré dans le monde de la publicité, à vos débuts en 1982, quel était le climat, l'atmosphère, à l'époque? On va rentrer directement dans le vif du sujet, vis-à-vis du respect des femmes, est-ce que vous avez vu une évolution depuis? Ou quel était, le constat que vous avez fait à vos débuts? En fait, Si j'ai vous en pas avez fait de constat à mes débuts parce que, moi, mes débuts, ils sont très tôt, hein. La notion de féminin et masculin, elle est venue très tôt dans ma tête. J'ai fait un TEDx où je disais que j'étais devenue féministe à l'âge de 6 ans et mmh, donc Oui. c'est arrivé très tôt et c'est arrivé parce que je pense que je trouvais que le sort de ma maman, qui était au demeurant très intelligente, c'était moins intéressant que le sort de mon papa. Je trouvais que le fait de gagner de l'argent, c'est intéressant. Je trouve ça dangereux de ne pas en gagner. Je sentais une certaine dépendance et cette dépendance, je la trouvais désagréable de la femme qui gagne pas d'argent et qui pourtant travaille parce que le travail à la maison, c'est un vrai travail. Donc je suis pas du tout pour qu'on paye le travail à la maison, mais je suis, pour, qu'on veuille bien considérer que les femmes ont toujours beaucoup travaillé, même quand elles étaient pas payées et du coup, assez vite, l'idée m'est venue qu'en fait, le boulot difficile, c'était ma mère qui le faisait et le boulot facile, c'était mon père. En plus, il était payé. J'exagère un peu parce qu'il a commencé quand il est arrivé en France, avec des métiers durs. Il avait le vertige et il était peintre, c'était pas génial, c'était pas top. Mais il était très malin, très très bosseur, très malin et il a vite monté, dans la hiérarchie. Finalement, il est devenu, en place dans une entreprise de sérigraphie et tout ça, ça s'est très bien passé pour lui et je trouvais son boulot plus, comment vous dire? Apte à construire, du respect pour soi-même, de l'envie de travail. Donc moi, j'ai décidé très vite que j'allais m'amuser comme mon père et pas travailler comme ma mère. OK. OK, ouais, vous vouliez être stimulé, Moi vous voyez, c'est grave de dire aux petites filles qu'elles peuvent se passer de gagner de l'argent. On dirait pas moi je pense qu'il faut dire aux hommes et aux femmes alors après, il faut pas être stupide, il y a des périodes où, dans un couple, l'un peut gagner, l'autre peut gagner moins, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais qu'on soit libre, que chacun soit libre, hein, que chacun soit susceptible de pouvoir partir s'il en a envie. Vous voyez, aujourd'hui, on retrouve quoi? On retrouve, beaucoup de pauvreté, chez les femmes, laissées seules, parce que les divorces sont nombreux, laissées mmh, seules et en général, c'est elles qui prennent en charge les enfants et ça me semble encore plus injuste aujourd'hui que ça ne m'a semblé hier. Donc ça, c'était très fort quand j'étais petite et je crois que c'est toute petite où j'ai décidé qu'on n'allait pas m'embêter. d'accord. D'accord, ce serait Ouais. plus en fait, que chacun prenne, son indépendance, qu'on Oui soit et homme puis ou femme. que le travail, c'était pas une douleur, que et d'ailleurs Christine Lagarde, je me souviens d'une conférence au Women's Forum, elle l'expliquait très brillamment. Elle disait: «Vous savez, moi je travaille pour m'amuser. Je travaille parce que c'est intéressant». Donc on ne se marre pas tous les jours, c'est pas mais c'est intéressant, ça permet d'approfondir et puis en plus je pense que l'être humain, il est fait pour construire, il est fait pour cet équilibre où, la famille, c'est un lieu de réalisation, mais c'est un lieu difficile.
hein. Il y a des bouquins là sur le poids de la domesticité sur la femme, c'est lourd. Donc ce lieu, finalement, il y a un autre lieu qui permet aux êtres humains aussi de s'épanouir. Les êtres humains, c'est pas fait uniquement pour avoir des enfants. C'est fait pour s'épanouir, pour se réaliser et donc moi, j'ai tout de suite senti qu'on n'allait pas m'enfermer dans un rôle. Je voulais pas ça et du coup, ben, quand je suis arrivée dans la pub, et ben, j'étais déjà très culottée, quoi. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils me racontent, ces gens-là? Pourquoi ils me posent des questions qu'ils posent pas aux garçons? Pourquoi ils me demandent, si je vais réussir ma vie privée? Est-ce qu'ils posent ça à un homme?» Et du coup, quand vous êtes libéré de ça dans la tête, c'est très important parce qu'un des freins les plus importants pour les filles, c'est ce qu'elles ont en tête. Si en tête, elles se disent que oui, elles vont louper une partie de leur vie, si elles s'impliquent trop, si elles sont ambitieuses, ça remet en cause autre chose et tout, ça les déstabilise. Donc moi, j'ai eu de la chance, au début en tout cas, j'ai pas été déstabilisée. Bien sûr, il y avait une différence de traitement entre les filles et les garçons. Ouais, vous avez dit pour Les Échos, «Si j'avais été un homme, j'aurais été nommée patronne plus facilement». Bien sûr, Qu'est-ce que qu'est-ce que concrètement vous avez dû faire de plus que les être hommes? Est-ce que meilleur, être meilleur meilleur pour surtout. Et les ouais, filles, c'est Françoise Giroud qui disait, que le jour où on aurait des femmes incompétentes, on serait enfin en système d'égalité. Faut On va pas demander, et c'est pour ça que je me suis battue sur les quotas. Parce que moi, je trouve pas ça intéressant de demander aux filles, d'être exceptionnelles, de travailler tout le temps, de pas dormir. C'est quoi cette histoire? Qu'elles soient normales, quoi. Et je pense que pendant longtemps, les quotas ont été refusés par les femmes parce qu'elles avaient l'impression, elles qui avaient réussi, que ça diminuerait la valorisation de leur réussite. Mais pas du tout. Ça permettra aux filles d'accéder à des postes. D'ailleurs, les quotas en conseil d'administration étaient redoutables. Avant, il n'y avait pas de femmes et après, il y a des femmes. Donc, vous mettez des quotas, il se passe quelque chose, hein. donc pour vous, c'est une aide, quand même, Bah, vous ne pouvez pour les pas avoir un monde à l'envers, où il y a des écarts de salaire, où il y a un traitement qui est différent femmes-hommes et encore, on est en France. Donc, autant vous dire que je parle pas de l'Afghanistan là. Je parle pas du drame humain qu'il y a dans le monde. Mais vous ne pouvez pas dire, tout ça et accepter que le monde continue à tourner comme ça. Donc pour ne pas accepter que le monde continue à tourner comme cela, je pense qu'il y a des enjeux politiques et que il faut la politique, c'est fait pour que le monde aille mieux, pour que les droits humains soient respectés et je pense que dans les droits humains, il y a l'égalité. Moi, ma définition du féminisme, c'est l'égalité. Donc je pense qu'on est tous féministes. On va partir de là. mais est-ce que ça serait pas un idéal quand même de ne plus avoir, de quotas et que naturellement, une femme aurait, autant de chances qu'un homme d'accéder à des On va postes attendre de l'idéal. On va ouais, pour attendre. l'instant, On on va en a attendre besoin. que ça arrive. Vous D'accord. voyez, Est-ce aujourd'hui, j'ai des quotas en faveur des garçons dans la pub, au oui, début. Parce que j'ai trop de femmes et pas assez de garçons. Je trouve pas ça idiot d'équilibrer. Si vous croyez en la mixité, vous équilibrez. Donc ouais. voilà, le quota, moi ça m'amuse. Il y a toujours eu des quotas. Ils étaient à 100 masculins. Ouais. Donc Oui, c'est ça, c'est juste une arme de mesure et c'est de pas complètement régulation. idiot de mesurer et de regarder si on croit en la diversité, donc la première diversité, c'est femmes et hommes, comment est-ce qu'on peut, et puis vous partez d'une situation trop difficile, c'était trop dur. Vous vous rendez compte? Heu, quand, moi je suis née, j'ai un agenda de naissance que j'ai acheté, je suis née à Barcelone, donc j'ai acheté, en Espagne et il y a les conseils donnés aux femmes, pour bien réussir leur vie privée. Donc il y a comment faire le ménage en étant alléchante. Ah, excusez-moi, mais il y a un problème. Donc le monde a bougé très récemment, c'est très récent tout ça. Donc il faut aider, faut contribuer, il faut faire bouger parce que ça fait des millions d'années que ça dure.
Et quand on lit l'anthropologue Françoise Lhéritier, qui est une très grande anthropologue et qui était après Lévi-Strauss a déterminé que dans la structure humaine, l'inceste était un élément clé. Et elle est arrivée juste après, c'était l'élève de Lévi-Strauss, et elle a montré que la domination des femmes par les hommes était la deuxième structure clé. Donc voilà, donc la deuxième, si vous ne l'acceptez pas, il faut bouger les choses et il faut aider, quoi. Et ça se passe très bien parce qu'à partir du moment où vous aidez une femme, vous n'aidez que des femmes qui ont du talent pour accéder aux choses, sinon elles ne se Mmh. présentent pas. Elles sont plutôt tellement méfiantes, elles ont tellement pas confiance qu'en général, les femmes que vous avez autour de vous sont bonnes. Ouais, donc aujourd'hui encore, pour vous, il faut, les femmes doivent être meilleures que les hommes pour, Ah bah oui. Oui, ouais, bien sûr. On vous pose des questions, aberrantes, on on vous inquiète sur vos enfants en vous disant que: «Est-ce que vous en occupez assez?» «Est-ce ouais, que ceci, cela?» On vous met une pression et puis au travail, moi j'ai pas voulu, sous prétexte de monter, je comprends même pas le concept de monter donc ça m'intéresse pas beaucoup. Je voulais pas sacrifier mon authenticité mais je sais ce que ça veut dire, finalement, quand vous êtes obligé, de protester. Moi, quand j'ai créé mon entreprise avec, mes associés, on l'a créée au sein du groupe Havas. Je me suis aperçue 4 ans après que j'étais pas payée la même chose. mmh, Ça se voyait pas, c'était pas le salaire, mais c'était une énorme différence. J'étais, mes associés que j'aimais tant et en qui j'avais confiance, bah, ils trouvaient ça normal, mmh. Ça demande plus de courage pour vous, pour une femme de Oui, c'est mais les femmes sont formidables, elles sont géniales les femmes. Elles bossent comme des malades depuis des milliards d'années sans être payées, donc elles sont géniales. Elles sont quand même géniales. Elles ont un courage, une capacité à travailler, elles font encore 3 heures de plus par jour que les hommes en ouais. France. Parce qu'ils n'ont pas encore appris à s'occuper des enfants ni de la famille, et cetera. Donc moi, je crois vraiment dans des valeurs d'égalité. Alors il y a un jour, on en aura peut-être plus besoin, même si probablement il faudra toujours un petit peu mesurer pour avoir des équilibres dans là, par exemple, vous savez, vous avez des métiers qui sont dits féminins. C'est pas bien. Vous trouvez Mmh, ça normal qu'à l'école, il y ait que des femmes pour enseigner à nos enfants? C'est pas le monde. Pourquoi il y a que des femmes? Parce que c'est mal payé. Donc ouais. il faut pas que les métiers deviennent féminins, il faut équilibrer tout ça. Comme des métiers, à plus haute fonction où c'est des métiers d'hommes. Oui, bien sûr. En fait, Ouais, les filles choisissent dans une panoplie de métiers très restreinte, il y a 15 métiers, quelque chose comme ça, et les hommes choisissent entre 100 métiers. Donc pourquoi il y a pas de femmes, dans les sciences, c'est très, très difficile de trouver des femmes. C'est parce que les filles croient qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths, les familles le croient aussi et pourtant, au bac, c'est elles qui ont les meilleures notes en maths. Donc il y a plein de clichés, il y a plein de stéréotypes, c'est pas facile à on peut pas balayer ça d'un revers de médaille, de la main comme ça. C'est pas si évident. Mais en tout cas, ça demande du travail et il faut le faire. et hormis les questions, voilà, comme vous nous l'avez dit, qu'on vous a posées, qu'on n'aurait pas posées, forcément à un homme, est-ce que vous avez été confronté déjà à des comportements, misogynes ou sexistes, dans votre ascension? Bah, on pouvait me dire, enfin, on pouvait me dire, par exemple, «Là, c'est pas toi qui vas présenter», alors que j'avais tout écrit, parce que ce monsieur est misogyne. On Ouais. pouvait me dire des choses comme ça. Oui, Et on je confiait des missions à des gens pas forcément enfin moins légitimes peut-être? Ah Parce que bah, c'était de des hommes. toute façon, faut refuser tout ça, faut refuser, faut moi je leur disais, «Je ne tiens pas compte de la misogynie, c'est un truc dont je tiens pas compte. Mmh. Il changera, ça lui passera. Vous Faut avez pas se refusé laisser que ce soit marcher dessus, quoi». Voilà, Ouais. c'est tout. vous avez Ni refusé que une ce soit homme, ni une une femme n'a à bosse? se laisser marcher dessus. Pardon? Vous avez refusé qu'il fasse la présentation à votre Ah place? bah, bien sûr.
D'accord. Ça lui est passé. Oui. Oui, mais il y a besoin quand même de cette force, Oui. d'esprit et Bien de sûr, Non, c'est pour ça s'imposer. que moi je veux bien, qu'on se concentre dans l'école pour élever les petites filles pour qu'elles aient pas peur. Regardez tous les scandales sportifs en ce moment, c'est un délire, quoi. J'ai l'impression que dès que les femmes font du sport, il y a quelqu'un qui leur tombe dessus pour les violer. C'est délirant, quoi. On apprend machinerie par machinerie que c'est un problème dans le foot, c'est un problème dans l'athlétisme, c'est un problème ça va. Ça on voilà, il y a les femmes et les prêtres en ce moment, on est bien, on est, c'est d'une fragilisation dans un monde qui est pas possible. Ouais. d'accord. Sur France Inter en 2020, vous avez dit: «Je dis toutes et tous féministes, il faut s'y mettre tous car la situation est grave». Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment être tous féministes, que ce soit hommes ou Bien femmes? sûr, Vous je en ne êtes sais sûrs? pas ce que non, j'en suis pas sûre parce qu'il y a de vous voyez bien que vous entendez en ce moment des discours, totalement rétro et que Zemmour, est pas féministe. Ça, c'est Mais sûr. je pense qu'il faut prévenir quand même, les Français que c'est pas normal. C'est on est en train de faire un retour en arrière, c'est un monsieur qu'on n'aurait pas écouté il y a quelques années tellement c'est obscène, sa vision des femmes. Dégoûtant. Donc Quand c'est vous pas dites, humain. Donc non, je pense en effet après, je pense que les êtres qui sont bien sont féministes. d'accord. Je Quand pense vous que la dites valeur du féminisme, c'est une valeur qui honore les hommes, et qui honore, les femmes. d'accord, et quand vous dites que la situation est grave, c'est donc tous les discours, par exemple, que les hommes politiques, peuvent porter, Je sais pas, que Zemmour aille raconter qu'on est fait pour rentrer à la maison, que la virilité, c'est vraiment, une belle qualité et cetera, mais qu'est-ce que et que à la limite qu'il le raconte, on s'en fiche, mais qu'il y ait des gens que ça tente, on s'inquiète, bien mmh, sûr. Et la situation, elle est grave en France, mais elle est grave dans le monde. Respect des droits humains. Pourquoi on a décrété, il y a des religions qui auraient décrété, c'est des lectures de la religion, c'est pas les religions. Là, récemment, je lisais, ou j'entendais, sur France Culture parler du Coran, c'est l'interprétation du Coran qui pose un problème, c'est pas le Coran, c'est pas le fait d'être musulman, d'être catholique, d'être juif, c'est pas ça. C'est l'interprétation qui autorise, une des religions qui autorise de penser que la femme est en dessous de l'homme. C'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est pas une religion, ça, c'est inventé par l'homme. Mmh. Donc il faut être un peu pur et dur, c'est-à-dire, faut pas être relativiste. Chaque fois, je trouve que le monde va à l'envers des droits humains, il est condamnable. OK. d'accord. La situation, on le voit et comme vous le dites, elle est grave. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait impliquer les hommes dans cette cause, du féminisme? D'abord, je pense que les femmes, il faut impliquer les femmes dans l'ordre et quand on aura impliqué les hommes suivront parce que les hommes vivent avec les femmes et ils aiment les femmes. Donc c'est les femmes qui ne doivent pas lâcher. Il ne faut pas que, très vite, elles se mettent à tout faire, c'est très confortable comme situation. Donc si les femmes lâchent pas, les hommes, qui vivent avec ces femmes ne lâcheront pas. Moi, je crois beaucoup à l'implication des femmes. C'est elles qui m'inquiètent. Les hommes, finalement, ils m'inquiètent pas, je pense que vous voyez, par exemple, moi, j'ai 5 garçons. Un de mes garçons, est avec une jeune femme. Il a eu 2 enfants. Bon, je pense que c'est réglé. Elle a décidé qu'ils allaient partager et donc il partage mon fils. Il partage, il a une femme, qui a, des qualités. Alors faut pas non plus que ce soit extrême, c'est pas un truc radical. C'est, je partage. Tout Par simplement exemple, égalitaire. quand l'enfant est né, je partage les nuits, je Ouais. partage, les biberons, je partage. Ouais, Je c'est change prendre une couche culotte, c'est un truc, invraisemblable qu'un garçon normalement doit savoir faire. On n'est pas inquiet.
ils sont brillants, ils vont y arriver. On partage. Et ça, je crois que c'est les femmes. On n'a jamais vu, je vais vous dire un truc autrement, on n'avait jamais vu les patrons prendre soin de leurs esclaves, hein. Les esclaves qui ont dit stop. Donc les femmes, c'est des êtres qui ont été dominés, donc il faut dire stop. Alors parfois on me dit, mais tu exagères. Non, je n'exagère pas, il suffit de prendre les faits. Il suffit de comprendre qu'il n'y a aucune, quasiment artiste femme, ou qu'elles étaient planquées, ou qu'elles étaient dans un coin, qu'il y avait beaucoup d'invisibles. Comprendre ça. Il faut comprendre qu'il y a quelques années encore, quand j'allais à la campagne, chez des gens absolument adorables, la maman, elle était debout et elle servait le repas à table à tout le monde, et elle mangeait quand le repas était fini, ce qu'il y avait en reste. Et on était dans les années 70, 80, 90, je ne sais plus, 80. Et tout ça, c'est très récent. Et le monsieur n'était pas un tortionnaire, c'était juste dans les mœurs. Donc il faut faire évoluer les choses, Et il pourtant, faut être clair, il faut avoir des convictions claires. il y a des mouvements, on a vu avec MeToo, Balance ton porc, tout ça, enfin, les femmes disent stop. Bah, bien Et sûr, pour c'est ça, bien, mais il faut vous vous rendez compte qu'il a fallu, il y en a qui, osaient pas parler pendant 20 ans, Mm. pendant 25 ans. Tout d'un coup, il y en a elles on nous révèle des trucs de 20 ans plus tôt, mais tellement elles avaient peur, où elles se disaient: «C'est la norme, il faut pas que j'en parle, il faut pas que je dérange», et voilà. Et après, moi, MeToo, c'est quand même pas le rêve que j'ai pour les femmes que d'avoir à dénoncer tous les hommes et tout leur, ça me balance ton porc, j'adore pas comme idée. Mm. J'ai pas envie d'avoir des porcs autour de moi, quoi. C'est pas ça. Moi, j'ai envie d'avoir une autre considération pour l'homme. Mais Ouais. bien sûr, les femmes, heureusement, commencent, fortement à ça a bougé un peu, mais ça a pas bougé assez parce que dans le monde, encore aujourd'hui, il y a plus de femmes qui ne choisissent pas leur mari que de femmes qui choisissent leur mari. Donc il y a un autre monde sur lequel l'égalité n'est pas complètement là, hein, il y a une différence en termes de salaire, il y a une différence en termes de pauvreté, il y a une différence en termes d'heures de travail, il y a plein de choses comme ça, donc il faut, d'abord nettoyer chez nous, parce que nous, on est un exemple pour ces pays-là, et ensuite il faut se battre pour les droits humains, ailleurs, pas que chez nous. Très D'accord. bien. Comme vous le dites et comme tu l'as dit, tout à l'heure Mathieu, le féminisme, c'est un mouvement social, qui, évolue de plus en plus. Beaucoup de paroles se libèrent comme on vient de le dire et notamment aussi des entreprises, qui parlent, beaucoup du féminisme. Est-ce que vous ne pensez pas que le féminisme, pour certaines entreprises, ça peut devenir un outil marketing au même titre, que la RSE ou le greenwashing pour, pouvoir attirer Ça m'est complètement égal, je trouve ça génial. Et qu'est-ce d'accord. que ça peut faire si justement le marketing va vers le bien? Ah oui, C'est, dans le sens où, si i en fait, si jamais, bah, ils sont obligés de faire quand ils parlent. Vous voyez, ouais, heu, ouais. ils sont obligés de faire, ils n'ont pas droit, ils sont surveillés. Donc quand ils vous disent: «Il y a tant de femmes», il y a tant de femmes, il y a un index aujourd'hui. Quand d'ailleurs, de même, hein, pour l'écologie, ils peuvent pas dire, tout ce qu'ils veulent. Quand ils disent qu'ils font, et puis, il ne faut pas penser que les entreprises, c'est noir. Les entreprises, c'est nous. Donc les entreprises, ça fait vivre le monde. Donc il ne faut pas penser tout de suite que c'est noir. Quand ils disent quelque chose, ils sont en général, ça les oblige à faire. Et après, ce qui est passionnant, c'est que les gens et leur rôle, les gens, ils ont un rôle sur les entreprises. C'est quand ils achètent, quand ils choisissent, et cetera, ils forcent les entreprises. Les entreprises, qu'est-ce que ça veut en général? Quand c'est des entreprises où on vend directement aux consommateurs, ils veulent vendre. Donc ils les écoutent, les consos, hein. Et quand les consos, leur disent que, par exemple, ils sont sensibles à la planète, vous croyez que ça ne fait pas bouger Total? Regardez bien ce qu'il fait, Pouyanné. Il est en train de basculer tout son modèle vers le renouvelable. Ça ne va pas le faire du jour au lendemain, parce que vous non plus, du jour au lendemain, vous n'allez pas passer à la voiture électrique. Mais ça pousse les entreprises à bouger. Donc moi, j'appelle ça un cercle vertueux. On est sur le bon chemin, quoi. C'est ça que. Bien sûr, c'est toujours intéressant, qu'il y ait de la pression. C'est pour ça que je crois au monde politique, pour mettre de la pression,
le monde économique, il faut qu'il fasse vivre la France et qu'il fasse de nous un pays, de qualité, où on trouve du travail pour tous, où, socialement, on peut soigner les gens, on peut les emmener à l'école sans qu'ils aient à payer des sommes de dingue. Ça, c'est une vision, politique et l'entreprise, elle doit construire une économie solide parce qu'on ne peut distribuer que ce que l'on fabrique. Donc il faut fabriquer, il faut faire. Ok. D'accord, donc oui, c'est intéressant puisque ça si c'est un bon échange de bons procédés et que l'entreprise peut vendre et que ça peut faire, avancer un mouvement social, c'est sûr qu'on va pas dire Bah, non. bien sûr, de toute façon, l'entreprise, elle ne vend que ce que vous voulez bien acheter, hein. Et les Oui. gens, c'est pas tous des imbéciles, hein. Il faut avoir de la considération pour les gens. Je suis toujours choquée quand, on pense qu'ils sont vraiment des pauvres niais qu'on manipule. C'est un peu compliqué parce que parfois ils se fâchent, parfois ils sont nerveux, parfois ça donne les gilets jaunes. Pourquoi c'était les gilets jaunes? Les gilets jaunes, c'était on avait décidé pour eux que le pétrole allait augmenter et parce qu'on pensait que ça faisait du bien à la planète que le pétrole soit plus cher et que, on ait des taxes plus élevées sur le pétrole. On avait juste oublié qu'il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat faible et que ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont pas marcher à pied, pour aller, à 50 kilomètres, à 20 kilomètres, 25 kilomètres, trouver leur job. Donc, l'écologie, il faut la penser humaine. C'est pas que la planète, l'écologie, c'est des êtres humains. Ouais. D'accord. On en a parlé tout à l'heure, donc de Balance ton porc, MeToo et cetera. Il y a aussi, il y a 1 an maintenant, un compte Balance ton agency, un compte Instagram qui s'est créé. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un compte, qui vient dénoncer tous les comportements, abusifs en entreprise. Le compte, il prend de plus en plus d'ampleur puisqu'on est maintenant à 74 000, personnes qui le suivent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des initiatives comme ça? Ça me va, ça me va. Après, faut pas, on peut balancer, l'agency, très rapidement. Il faudrait faire ça pour toutes les entreprises. Il y a pas de raison de faire ça plus pour les agences que pour ailleurs, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Que les gens mettent des alarmes et que, avant, c'est ce qu'on appelait le dialogue social, hein, les Allemands sont plus doués que nous pour le dialogue social. Mais, normalement, les syndicats dans les entreprises, elles devaient pouvoir aider, quand il y avait, je sais pas, des sujets de harcèlement, moral ou sexuel ou aider, aider. Donc, moi ça me gêne pas. Après, Heu, je suis un peu plus gênée quand on remonte à 25 ans parce que du coup, je leur ferais bien une liste un peu plus grande, et je mettrais bien dehors presque tout le monde dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut avant d'entraver puis de balancer des gens, faire un petit peu attention à est-ce que c'était un comportement admis? Voilà, moi je vais pas jeter la pierre en arrière à des personnes, qui, disaient des choses désagréables pour les femmes, mais j'en ai tellement vu. Si je fais la liste, vous allez voir, ça va être, terrifiant. Donc il faut aussi, mettre dans les contextes, quoi. Vous Mm. voyez, quand on regarde Mad Men, on se dit: «C'est horrible», mais dans quel, contexte on se trouve? On se trouvait? Donc on va pas tous les mettre en prison, les types là. Oui, c'était une autre Pas époque, ouais, Mmh. C'est des époques et je pense que ce qu'il faut surveiller, c'est notre époque. Il faut la surveiller de près, ne pas laisser passer les choses. C'est une très bonne chose. D'accord, bah, très bien, merci pour, ces réponses. On peut donc dire en fait que la situation sur le féministe, elle évolue, mais elle nécessite encore, beaucoup de changements et une certaine prise de conscience, pour toutes et tous. Donc on va passer maintenant au Fast and Curious. Alors Elle donc nécessite surtout que les jeunes femmes se battent. ouais. Oui, ça C'est-à-dire vient vous, des femmes hein, Qu'elles aussi, viennent quoi. des femmes et que les hommes vous, suivent. vous. Ouais. Mmh. Pas moi, j'ai déjà beaucoup fait. Donc maintenant, c'est à vous. Oui, c'est ça, C'est ça. Je vais essayer de faire ça de se mon fait mieux, mais l'initiative. maintenant, c'est à vous. OK. Bon, bah, merci. On va passer du coup à un petit jeu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept, du Fast and Curious, donc on reprend à Combini. Le but donc c'est des petites questions rapides, faut répondre au tac au tac. Est-ce que vous êtes prête?
Bah oui, allons-y. Alors, première question, Havas ou BETC? BETC, Penser ou agir? les deux. Twitter ou Instagram? Twitter. Passé ou futur? Pardon? Passé ou futur? Futur. Le slogan Venez comme vous êtes ou faire du ciel le plus bel endroit de la Terre? Impossible de choisir. D'accord, merci Magnifique. d'avoir joué le jeu. Le public, n'oubliez pas aussi que vous pouvez poser vos questions en commentaire. On pourra les poser donc à Madame Hera à la fin de l'interview. Alors, on va passer au troisième thème. Donc plus sur voilà, le rôle des agences de publicité et de la communication. Est-ce que vous pensez que les communicants ont un rôle à jouer en particulier et si oui, lequel dans l'évolution des inégalités hommes-femmes? Ah bah bien sûr. Moi, je serais présidente de la République, je ferais de la publicité du premier jour de l'année à la fin de l'année. Tout le Ouais. temps, tout le temps. Il y a plein de thèmes à traiter, tous les thèmes de stéréotypes. Faire de la publicité, ça permet de faire bouger des choses. C'est un métier de persuasion pour faire bouger les choses. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, c'est pas facile de trouver comment faire bouger les choses. En général, il faut partir de l'analyse des gens, de voir ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, parce qu'il faut les connaître très, très bien pour, voir, comment ils bougent. C'est pas en leur rentrant dedans qu'on les fait bouger. Donc et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez noter tous les stéréotypes. Donc je commencerai l'année, par expliquer qu'il y a beaucoup de métiers qui sont possibles pour les femmes et les hommes. J'expliquerai aussi que c'est possible pour les hommes. Il y a pas de raison d'expliquer aux hommes qu'ils sont pas faits pour des métiers du care. Donc pourquoi? Ils sont très bien, attendez. Après, je ferai, 2 mois et demi, 3 mois sur le sport féminin, parce que je pense que toutes les petites filles, faut pas leur faire que la marelle, de boîte en boîte. Et là, je ferai intervenir des grandes footballeuses, Nicole Abar, qui vous expliquerait que quand une petite fille se trouve devant un terrain de foot, ça crée de l'ambition parce que le terrain est grand. La marelle, c'est plus discutable parce que la boîte, elle est là, il faut rentrer dans la boîte. Donc il y a plein de façons d'apprendre aux petites filles l'audace et d'ailleurs, il y a plein de façons d'apprendre aux jeunes garçons le calme, la sérénité, donc des valeurs qu'on pourrait partager. Donc vous voyez, d'exemple en exemple, pourquoi pas faire une campagne sur, les filles et la science? Elles ont besoin de modèles, les femmes. Elles ont besoin de comprendre que ça existe des filles scientifiques. Aurélie Jean, elle est superbe et on n'est pas obligatoirement moche quand on est scientifique. C'est des clichés, des tas de choses qui existent et que vous pouvez déjouer. Donc oui, j'utiliserai la publicité puisque je crois beaucoup en sa capacité à faire bouger les choses. Ouais, et éduquer entre guillemets dès le plus jeune âge pour montrer que tout est possible en fait, c'est ça? Enlever en effet, tous ces clichés, ces stéréotypes, que et à l'école d'ailleurs, on devrait tout faire pour les enlever. Des barrières mentales finalement. Ouais, c'est Bah, ça. bien sûr. Vous êtes présidente du musée de l'émigration, membre de Women's Forum. Quelle place est-ce que vous accordez à vos engagements associatifs dans votre quotidien? Bah, C'est lourd. c'est lourd parce que, en particulier la présidente du conseil d'administration du musée de l'immigration. En fait, je suis présidente du conseil d'administration du palais de la Porte Dorée, qui est ce palais, de la Porte Dorée, près de Vincennes, qui est un palais 1930 qui a été bâti pour l'exposition universelle, presque un hymne aux colonies. Et dans ce palais, on a un vrai, clin d'œil, palais exceptionnel, hein. On a ce musée de l'immigration qui raconte l'histoire de la France, qui raconte que la France est un des grands pays de l'immigration avec les États-Unis et l'Australie, que la France a inventé un mode d'intégration, hein, et non pas de communautarisme pour l'immigration dans le passé, et que ça a constitué une forme de personnalité de la France. Un quart des Français, si vous remontez au grand-père, est issu de l'immigration. Donc en France, vous avez 2 façons d'être français. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elle est différente. Vous êtes français de souche ou français de choix.
Je pense que le mot choix est un beau mot. OK. Et quels sont vos challenges, au sein de ces associations? Ah bah, au niveau du musée, les challenges, ils étaient simples. Quand je suis arrivée, j'ai cru qu'ils allaient fermer le musée parce qu'ils disaient que ça marchait pas, qu'on n'y arrivait pas, et cetera. Donc j'ai travaillé. J'ai travaillé, à changer le nom du musée qui s'appelait la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc les gens croyaient que je remettais des récépissés. C'était très embêtant parce que je n'en remettais pas, c'était un musée. Donc on a bougé ça et c'est pas toujours facile parce que vous êtes face à l'administration, il faut que les gens comprennent pourquoi vous voulez bouger. Pourquoi une publicitaire se mêle de vouloir bouger quelque chose qui est un musée national de l'histoire, et pourquoi on change de nom? On trouvait que Cité, c'était plus moderne. Non, Cité, c'est bien avec la musique, avec l'immigration, c'est pas si bien, hein, parce que les gens ne pensent pas le lieu de la bonne façon. On a changé, le logo et changer un logo, c'est changer le sens. C'est-à-dire qu'est-ce on voulait dire sur l'immigration, que l'immigration était une chance pour les immigrés, mais aussi pour la France. Mmh. Donc, on avait un logo tout triste, un beau logo, mais tout triste. On a fait un logo, qui, est doré, comme cette porte, dorée qui dit bien, ce qu'elle veut dire. Les gens ne nous trouvaient pas, parce que vous savez, quand vous avez un musée, il faut savoir encore où est-il ce musée? Donc vous dites bien le quai Branly. Donc, on a fait un musée dont le logo participait finalement, on voyait le monument pour essayer d'identifier. Puis on a travaillé sur ce qu'on présentait aux gens. Donc c'est un musée d'histoire. L'histoire, elle est difficile à raconter parce que les gens qui vont au musée, c'est plus facile de voir des œuvres d'art que, de lire un livre d'histoire. Donc il fallait surtout pas que ce soit un livre d'histoire. Donc on a inventé une écriture au musée qui mélange à la fois les repères historiques, à la fois l'ethnologie, c'est-à-dire les témoignages, les choses, qui viennent de la vie des gens, les choses qui nous ramènent pour expliquer, leur lien, à l'immigration, et puis, les œuvres d'art qui aussi, les œuvres d'art de l'immigration qui racontent d'une façon assez exceptionnelle, peut-être autrement, peut-être émotionnellement, des parcours, de migrants, d'émigrés. Et puis on a travaillé les sujets des expositions et on a eu de plus en plus de succès. Moi, je suis une fille qui aime bien, quand j'ai fini de réfléchir, que ça se traduise par quelque chose, faire, qui soit efficace. Donc, on regardait les entrées et on a eu des résultats d'entrées, assez formidables sur des expositions multiples. On a fait une exposition sur l'Italie, Ciao Italia, et qui a eu un grand succès parce que finalement le cœur des Français aime les Italiens. On a eu une exposition sur la mode, on s'est aperçu que cet univers de la haute couture, tellement française, était, peuplé d'étrangers. Et voilà que la haute couture a été créée par un Anglais, et voilà que les Italiens nous y ont rejoints, et voilà que les Espagnols, Balenciaga, sont arrivés, et chacun a apporté un bout de son pays dans l'histoire, et ça rend la France riche, des Japonais, des Anglais, de tout. Ça crée une richesse qui est vraiment liée à la diversité. Et c'était évident au moment de l'exposition. La prochaine exposition, parce qu'il faut que vous veniez, c'est une exposition formidable qui raconte Picasso comme on l'a jamais vu. Ça s'appelle Picasso l'étranger et ça raconte que Picasso n'a jamais été accepté en France. On ne lui a jamais, on lui a proposé la naturalisation, mais très tardivement, quand il l'a refusé parce qu'il a trouvé tellement dur que tout au long de sa vie, il n'ait pas été accepté comme français. Ouais, OK, bah, Donc il ça faut venir, au intéressant. musée, vous allez voir, ça va être une magnifique expo, fin octobre, novembre, décembre. On vous attend au Palais qui est ce magnifique joyau. Voilà comment je fais venir les gens en parlant tout le temps. Eh ben avec plaisir. Je pense qu'on peut vous qualifier de visionnaire de la communication, de la publicité. Comment est-ce que vous imaginez l'agence de pub dans 20 ans? Eh bien, assez proche de ce que l'on est, parce que à la différence de beaucoup de gens, je pense que le monde change et ne change pas. Je pense que, en fait, les êtres humains, c'est toujours des êtres humains, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lisent les vieux livres de littérature.
Pourquoi on continue à lire Proust? Pourquoi on continue à lire Albert Cohen? Parce que l'humain, il est universaliste. Il dépasse les sentiments que nous avons, dépasse les frontières et dépasse le temps. Et nous, ce que nous cherchons, c'est toujours la compréhension des gens. Donc, ce qui va changer, c'est que les gens bougent, que les problèmes sont différents, qu'on doit, dans nos analyses, de comportement des gens, bien comprendre, qu'est-ce qui bascule, en quoi, ils sont nerveux par rapport à certaines choses, pas nerveux par rapport à d'autres. Mais on va toujours chercher finalement quel est le levier. Et puis, on va chercher autre chose qui est l'idée. Parce que c'est l'idée qui fait bouger les marques. C'est quelle idée, quel propos, quel rôle elle s'octroie ou elle propose aux consommateurs, au public. Ça va être un élément extrêmement, toujours extrêmement important. On aura toujours besoin de la brillance de stratège. On aura toujours besoin de la brillance de créatif parce que vous savez, quand on n'a rien à dire, ça se voit, même si les créatifs sont géniaux, s'il n'y a pas de fond, ça se voit. Après, ce qui évolue, ce qui bouge, c'est on n'achète plus de la même façon, on ne communique plus de la même façon. Ce que nous sommes en train de faire n'existait pas lorsque j'ai commencé la pub. Donc, il y a des nouveaux modes d'accès aux choses, des nouveaux liens qui se font et qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Hein. On dit par rapport à la jeunesse que si l'attention, il y a un vrai problème d'attention qui est lié finalement à cet excès des écrans dès le plus jeune âge. Mais il y a d'autres avantages. Donc, le monde va bouger de cette façon-là, mais nos métiers, ce sera toujours la compréhension du monde, la recherche des idées et le talent pour les traduire. Parce que la communication, la publicité, elle a intérêt à aller vers de la qualité, comme tout a intérêt à aller vers de la qualité. Les produits, ce que l'on va dire sur les produits, on est là pour tirer les gens vers le haut et pas vers le bas. Et c'est un peu la même chose quand vous faites des émissions de télé, et cetera. Vous pouvez les tirer vers le bas, ça peut être totalement stupide et marcher, hein, mais ça peut être très haut et marcher aussi. Regardez tous les podcasts aujourd'hui de France Inter, de France Culture que les jeunes écoutent parce que ça leur plaît, c'est intéressant, c'est un nouveau mode d'accès à la culture, pourquoi pas? Et au niveau des femmes, peut-être des opportunités égales Ah bah, finalement. j'espère qu'on va avoir gagné un peu plus, oui. Ouais, c'est ça, quoi. Je sais pas, le covid aide pas, hein. Il paraît qu'on a reculé, là les études sont horribles. Ah Parce que oui. de ramener les femmes à la maison, c'est moyen. Ah oui. Parce qu'au moins quand elles sortaient, elles arrêtaient de faire le ménage, quoi. Maintenant, quand elles sont à la maison, elles n'arrêtent pas, elles font tout. Donc il y a eu des études très précises qui montrent à quel point, c'est complexe. Après, on a ramené les hommes aussi à la maison. Mmh. Oui, mais les hommes, ça les a pas déstabilisés, ils semblent pas avoir perdu des années de vie, les filles sont beaucoup plus fatiguées que les hommes. Ouais, D'accord. d'accord. Donc vous savez, nous, on fait des études à l'agence, des études, sur l'état de notre public et c'est quand même très intriguant parce qu'on s'aperçoit que, les gens les plus fatigués à l'agence, 10 points de différence avec les hommes, ce sont les jeunes femmes célibataires avec des enfants. Ouais. Ça, c'est le public, nous, le plus à burn-out, le plus fragile, celui qui souffre le plus finalement. Ouais. D'accord, donc on peut voir, des études qui mettent, un certain point d'alerte. Avant les questions du public, je vous rappelle, vous pouvez, poser, vos questions dans le live pour que Mercedes Serra puisse y répondre après. On va vous poser, des questions un petit peu plus personnelles. La première, qui vous inspire? Par exemple, une personne que vous imagineriez, participer, à une conférence, Isegoria Paris Media Campus? Ah, j'aimerais bien, que Françoise Héritier revienne et qu'on puisse discuter avec elle parce qu'elle était, d'abord d'une sérénité formidable, elle avait une capacité de dénonciation immense et une sérénité incroyable. Et donc ce mix des choses et cette intelligence pointue pour analyser, eh bien, la sociologie, le monde, je trouvais ça extraordinairement brillant. Donc je ferais bien
un échange avec elle. D'accord, oui. Donc une dame qui pourrait, participer peut-être à une prochaine, conférence. Ah bah non, parce que Françoise est parti, il nous a quittés il y a quelque temps et Ah je oui, donc pense, qu'on ne peut plus la faire revenir ou alors vous avez un d'accord. truc que je n'ai La pas. tâche, ouais. Ça va être J'aimerais compliqué. bien. D'accord et donc, dernière question avant les questions du public. Si vous aviez 3 conseils, à donner aux étudiants, qui peuvent nous regarder et qui entrent dans le monde, de la communication, quels seraient-ils? Alors je pense d'abord qu'il faut, quand dans le monde de la communication, il faut faire attention parce que c'est un monde, qui a besoin d'approfondissement et il ne faut pas se faire, entre guillemets, «avoir» par l'agitation, c'est un métier, qui demande du fond. Donc il y a c'est pas un métier de paillettes, donc s'ils pouvaient, éviter de venir pour les paillettes, ce serait top parce que c'est pas ça qui va se passer. La deuxième chose, concernant, les plus spécifiquement, les femmes, je pense que si elles pouvaient monter dans les échelons de nos métiers, on gagnerait encore en talent parce qu'on a vraiment besoin et elles peuvent le faire. C'est un métier passionnant et à tous, je dirais qu'il y a plein de métiers dans le métier de la com. Donc il faut choisir le métier qui va à chacun et sans se laisser perturber par ce que disent les autres, que la stratégie c'est mieux que le pratique. Non. Dans une agence, pour que ça marche, il faut, plein d'éléments qui soient ensemble. Donc il y a des organisateurs, il y a des gens qui ont un talent, musical, il y a des gens qui ont un talent pour trouver des artistes et puis il y a des gens qui ont un talent pour écrire des stratégies, marketing, très sophistiquées. OK, Chacun choisit et si vous n'êtes pas bien, ne vous contentez pas de ne pas être bien. Il faut d'accord. être bien dans son job. Et quelles sont les qualités alors pour réussir? Elles sont multiples? Il y en a pas Bah, elles vraiment? sont multiples parce que les métiers sont multiples, hein. Ouais, c'est ça. Elles sont multiples, il vaut mieux aimer les gens, il vaut mieux, si pour mon métier, par exemple, qui était stratège, heu, je pense qu'il fallait aimer les gens, il fallait s'y connaître en sciences humaines, que cette formation un peu rigoureuse sur les sciences humaines aide beaucoup, c'est tout sauf du vent. Ouais. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour vos Merci. questions très intéressantes. Enfin, pour vos réponses, pardon. On va passer donc aux questions du public. Alors, première question, hem, quelle est votre publicité ou votre campagne de communication préférée? Est-ce qu'il y en a une qui se démarque, des autres? Bah, il y a plein de en fait, j'ai tellement aimé, les communications qu'on a fait sur, Air France sûrement, la communication, faire du ciel le plus bel endroit de la terre, c'était quand même, très, très, d'abord très français, très élégant, très chic, mais surtout, ne jamais montrer un avion pour dire, le bien-être qu'on ressent dans l'avion. C'était une vraie idée, différente, importante, voilà, donc ça, c'était bien. C'était bien aussi France is in the air parce que ça fait du bien de dire du bien de la France et quand vous avez une compagnie nationale, elle peut le porter. Mais j'ai aussi, aimé, One Planet, One Health, de Danone, j'ai aimé, orienter Danone vers la santé, leur dire que c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent il y a plus de 15 ans. J'ai aimé ça, et j'aime des campagnes que je n'ai pas faites, j'ai eu beaucoup de respect pour, des Nike, qui ont toujours, considéré que les gens étaient des champions et qu'on allait tous pouvoir y arriver. Just do it, hein. Je trouve ça génial de dire aux gens: «Just do it». De dire aux gens qui sont dans un petit, dans une chaise roulante, «Just do it», et de montrer à quel point ils y arrivent, ils sont géniaux. De montrer, de pas être mièvre, de montrer que c'est pas facile. Les premières campagnes qu'ils ont fait sur le marathon, ils montraient des gens qui vomissaient parce que, la vie, elle est pas facile, on se dépasse, c'est pas pour dire que tout est gentil dans un monde où à fond la forme. Non, c'est pas ça, c'est un vrai dépassement, formidable.
Donc ça aussi, j'ai aimé. J'ai adoré les campagnes Canal+, où on a dit que quand on était devant Canal+, on n'était pas devant la télé. C'était, l'esprit Canal a été inventé avec la pub et avec des Guignols. Donc quand on a fait le pot de départ de Chirac, le jour où il partait, c'était sympa. C'est des choses quand on a fait la campagne, de l'ours, qui, passe sa vie à regarder parce que c'est une peau d'ours et il regarde sans arrêt les films de Canal et donc il se rêve comme grand réalisateur. C'était drôle. Tout ça, j'ai aimé. J'ai Ok, aimé tant de choses. d'accord. D'accord. On a également une question, d'une autre personne qui est quelles actions, est-ce que vous avez mis en place, dans votre agence pour améliorer ou favoriser, l'égalité hommes-femmes? Donc, égalité des salaires, charte de l'égalité et cetera. Bah, j'ai tout fait. D'accord. D'abord, j'ai fait au fur et à mesure que je l'ai proposé, c'est-à-dire je me suis battue pour qu'il y ait, un label égalité. Donc, quand j'ai fini de me battre, avec, la ministre, à l'époque, qui s'occupait de cela, j'ai dit: «Ben, il faudrait quand même que je l'obtienne». Et là, je me suis rendu compte que c'était pas facile, que c'était bien les chartes, parce que ça vous obligeait à plonger, à regarder. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. D'abord, on a un comex masculin-féminin, parité. Donc, à plus haut niveau, on a un directoire, masculin-féminin. Le fondateur et la fondatrice de cette entreprise sont des femmes, une femme et un homme. La maternité, on essaie de la gérer avec, le plus d'élégance possible, c'est-à-dire que pour, les filles, il y a jamais de handicap, lié au fait, qu'à un moment, il faut bien qu'elles s'arrêtent pour poser leurs enfants. On essaie de pousser comme on peut le congé paternité. On s'est battu pour, d'ailleurs qu'il soit allongé, on a gagné, il est allongé, donc on fait du lobbying, même si j'aime pas le mot lobbying, en fait, je vais grogner jusqu'à ce qu'on obtienne, pour tous, pour toutes les entreprises, pas que pour la mienne, le congé, paternité. Donc, on a, beaucoup d'indicateurs, on se bat aussi pour, les causes des femmes et donc ça crée une fierté auprès des jeunes femmes. On discute, on passe du temps à essayer d'aborder, les problématiques, des filles. On suit, leur fatigue dans les études dont je vous parlais. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas encore au bout, mais il y a que il faut le vouloir, en fait et je pense même, je vais vous dire une chose, le talent de cette agence, le succès qu'elle a eu parce qu'en fait, dans le monde aujourd'hui, dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de marques de publicité qui se sont créées. Il y a eu Droga 5, il y a eu BETC. Et ben, je pense que ce succès a été beaucoup lié et notre personnalité est beaucoup liée au respect de l'égalité homme-femme. Je pense qu'on ressemble à l'égalité homme-femme. Hmm. Ok, merci. Alors, une autre question. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre parcours, qu'est-ce que ça serait? C'est toujours en fait des histoires personnelles, je changerais rien, ça m'est égal, d'avoir arrêté nommer ici ou là et cetera. Je pense que ça, c'est une vision, masculine du monde que se dire: «Est-ce que je suis suffisamment haut?» Je me Hmm. pose jamais la question, je m'en fiche. Je me dis: «Est-ce que c'est suffisamment intéressant? Est-ce que je peux faire des choses suffisamment importantes?» Mais, est-ce que je suis suffisamment haut? Je m'en fiche. En revanche, je pense que dans la vie, on a, des enfants et on veut le meilleur pour, ses enfants. Dans mes enfants, parfois, ça a été facile, parfois ça a été difficile et donc ce que je changerais le plus, c'est ce qui que j'ai trouvé plus difficile pour mes enfants. Alors je sais pas si j'arriverai à le changer finalement, mais on rêve toujours qu'on aurait pu faire mieux. Ah oui. Ok. Euh, D'accord, merci. On a également une autre question qui est quelle part joue votre engouement dans le choix des clients de BETC, de travailler, avec cette agence et inversement, est-ce que vous refusez, donc de travailler, pour certains clients du fait, de leurs pratiques ou leurs valeurs? En général, je travaille avec je refuse pas beaucoup de clients, je travaille avec des grandes marques et je me dis aussi que,
il faut les changer de dedans. C'est-à-dire que j'ai pas, tout m'intéresse, hein, globalement, on dit beaucoup de choses sur la cosmétique, n'empêche que je trouve que L'Oréal est une marque, intéressante et qu'on a beaucoup fait pour faire évoluer, L'Oréal sur la vision, des femmes, mais aujourd'hui sur le plastique, mais aujourd'hui et ils font beaucoup de choses. Donc je trouve qu'il vaut mieux être dedans. Après, je suis pas très à l'aise avec des cigarettes parce que j'ai aucune envie que mes enfants fument et ils fument tous. Donc ça m'agace fortement, donc je ne communiquerai pas en faveur, de ce dont je n'ai pas envie pour mes enfants. D'accord. D'accord. Vous avez reçu donc la Légion d'honneur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors pourquoi? J'en sais rien, mon cher monsieur. Je suis même, commandeur, je n'ai pas encore, reçu donc je peux pas la mettre et je suis commandeur, de la Légion d'honneur, donc à un moment, on va me la remettre et je ne sais pas pourquoi. Je pense parce qu'il y a des gens qui ont considéré que je faisais quelque chose pour la France. Alors au début, quand je l'ai reçue, la première, vous êtes d'abord chevalier, donc j'ai reçu chevalier de la Légion d'honneur, après officier, après commandeur. J'ai reçu le commandeur des arts et lettres. Au début, mais ça me paraissait, très étrange, hein, la première fois d'ailleurs quand on m'a appelée, j'ai cru que c'était une blague et j'ai pas répondu et au bout de la 10e du 10e appel, mon compagnon m'a dit: «Mais je comprends pas pourquoi tu leur réponds pas? Enfin, ils veulent te remettre la Légion d'honneur». Et moi je disais: «Non mais n'importe quoi». Et les filles, on dit souvent n'importe quoi, on pense que de quel droit on aurait, ces honneurs? J'en sais rien moi. Mais en tout cas, ils insistent, hein. Donc ils m'en ont remis pas mal et est-ce que c'est émouvant? Oui, c'est émouvant. C'est émouvant d'ailleurs, moi toutes mes cérémonies ont été émouvantes. La première, c'est Catherine Tasca, ministre de la culture de gauche, qui me l'a remis. Je suis sortie, moi j'étais immigrée, donc cette valorisation de la France a été, une chose, extraordinaire, pour moi en tout cas. Après, quand j'ai reçu, j'ai été officier de l'Ordre du Mérite, je l'ai reçu par Valérie Pécresse au sein du lorsqu'elle était au ministère des Universités, parce que j'étais très concernée par l'éducation et je trouvais qu'elle faisait un travail formidable. Pas très grandes écoles, alors qu'elle sortait des grandes écoles, mais pour les universités et ça, je trouvais ça bien, parce que je trouve qu'on a intérêt à une culture plus large, à embarquer plus de monde, donc voilà, donc et puis, j'ai reçu l'officier à un endroit, qui me tenait à cœur, c'était au musée de l'immigration par, Manuel Valls, qui lui-même, a eu un parcours, similaire dans l'immigration. Donc oui, c'est des moments intenses, des moments forts, heu, parce que moi je suis républicaine. Je suis très, très républicaine. OK. Au début, vous ne vous sentiez pas du coup, légitime en fait, c'est ça? Bah non, franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas légitimes. Simplement, les filles se posent des questions et les garçons les abordent. Donc, heu, non, je ne sais pas si voilà, j'ai fait ce que j'ai pensé être bien et je les remercie de considérer qu'ils trouvent ça bien aussi. Ouais. Voilà, après ça me D'accord. touche, moi, parce que je crois aux institutions, je crois à la politique, je crois à la République, je crois à la démocratie, et je pense qu'aujourd'hui, toutes ces convictions sont importantes. Je n'aime pas l'autoritarisme, je pense que dans le monde, on bascule, dans des endroits qui sont très autoritaires et ça me va pas, quoi. Je me sens pas chinoise, si vous voulez. Mmh. OK, ça marche. Hem, On a aussi une autre question, qui est en rapport avec, l'enseigne McDonald's. Donc une dame dit, «Il semble que vous ayez travaillé pour l'enseigne McDonald's dans votre passé. Oui, dans mon N'avez-vous présent, jamais eu» dans votre dans mon présent? présent. D'accord.
N'avez-vous jamais eu de problème de conscience en faisant la promotion d'une enseigne comme McDonald's, qui est controversée tant au niveau de son offre qu'au niveau de son éthique au travail? Alors moi, je trouve, McDonald's formidable parce que je trouve que de quel droit, on dit des choses comme ça? Parce que, en fait, c'est des immigrés venus des États-Unis. Ils sont venus avec leurs mœurs, mais pourquoi ça a tellement bien marché en France? Parce qu'ils donnaient un meilleur service que les bistrots du coin. Hein, vous pouvez venir avec ses enfants. On pouvait, manger finalement, des choses qui sont quand même, très hygiénistes, et des choses qu'on n'arrivait pas à faire, autrement. C'est pour ça qu'ils ont eu du succès. Et aujourd'hui, si vous essayez de comprendre tout ce qu'ils font pour, s'insérer en France, ils ont fait énormément de choses ces gens-là. Ils vendent évidemment, on ne peut pas se nourrir que de McDo, mais on ne peut pas non plus se nourrir que de sandwich, hein. Je leur recommande de ne pas se nourrir comme ça tout le temps. Mais McDo, c'est un sandwich de qualité, avec un choix de viande française de qualité, avec, une proposition finalement ouverte à tous, hein, parce que chez McDo, c'est un des rares endroits où on mélange les gens, où il y a, des étudiants, des businessmen, où, on trouve un accueil à peu près partout en France. Dans des coins d'ailleurs où il y a plus personne, sauf les McDo, et qui ont une attitude très éthique à l'égard, de la consommation, parce qu'ils font beaucoup de choses. Ils sont passés ils ont réussi, en étant en France, à modifier, la façon dont les McDo sont faits, les McDo, en termes de design et cetera. Ils ont été beaucoup plus du côté de la qualité. D'ailleurs, si vous comparez un McDo français, un McDo américain, c'est pas du tout la même chose. C'est bien plus qualitatif chez nous. Vous verrez que les McDo d'ailleurs s'adaptent à chacune des régions. Les McDo en montagne ressemblent à des chalets. Vous verrez aussi que là où on vend le plus de fruits pour les jeunes, pour les gamins, c'est chez McDo. Vous verrez aussi que l'éditeur de livres pour enfants numéro un en France, c'est McDo. Parce que ça distribue dans les Happy Meal des livres pour les enfants. Et ça, c'est des choses importantes. Donc, je trouve qu'il y a un a priori. Et moi, personnellement, j'aime bien manger un McDo, mais pas tous les jours, hein, pas, hein. Donc, non, je trouve que ça a un rôle, je trouve que ça a une utilité, et je trouve que ces gens-là travaillent plutôt bien. Et je suis contente de travailler pour eux, sinon je ne le ferais pas. Mais qu'il y a quand même, enfin, McDonald's, voilà, ils sont pas les seuls, mais participent au problème de la malbouffe, d'obésité, tout ça. Vous croyez ça? C'est pas la Moi, je source. vais vous dire, c'est pas vrai ça. Ce qui peut c'est pas vrai d'ailleurs au prix où ils sont, parce qu'ils sont pas chers, ils participent pas, ils sont assez chers, ils Mm. participent pas à la malbouffe. Ce qui participe à la malbouffe, on décrète, on est très arrogant en France. Un sandwich, c'est bien, un burger, c'est mal. Mais, des burgers, vous avez vu les jeunes, nous, quand à l'agence, on fait des burgers, tout le monde se jette dessus, et on les fait, on essaie de les faire de qualité. Mais après, moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'obésité. Et l'élément numéro un de l'obésité, c'est la pauvreté. L'élément numéro 2 de la obésité, c'est de rester devant un écran pendant des heures et de ne jamais faire du sport. Les pays les plus obèses, ce sont les pays où il n'y a pas de culture du bonheur de manger, comme aux États-Unis. Mais en quoi le McDo en France va tuer la culture du bonheur de manger? Il faut résister, il faut, continuer, il faut varier la bouffe, et mais c'est pas en enlevant, on peut aussi, le deuxième sujet va être Nutella Mm. avec, et ben oui, ben le chocolat, ça fait du bien aussi aux enfants, mais il faut pas qu'ils mangent que ça. Hein, et quand le WWF a été appelé pour dire, voilà, par Nutella, parce que c'est des gens qui sont très, très éthiques, en disant: «Ben, on va changer l'huile», la recommandation du WWF, après avoir critiqué pendant des années, ça a été: «Gardez votre huile de palme». Parce que la façon dont vous allez la chercher et tout, protège les régions dans lesquelles vous êtes, et c'est beaucoup moins dangereux que d'utiliser une autre huile. Donc
Après, c'est un problème d'équilibre. Moi, je pense qu'il faut apprendre à tous à équilibrer et nous, on sait très bien tous les 3 là, quand est-ce qu'on grossit ou pas. Mais on va pas s'empêcher, une bière, on va pas s'empêcher une crêpe au Nutella et on va pas s'empêcher un McDo de temps en temps. Ouais. Mais regardez la qualité, il y a des endroits, en France, on ne crie pas, par exemple, sur la nourriture chinoise, qui est une excellente nourriture quand elle est bien faite. Mais les cuisines chinoises en France, pourquoi personne ne proteste et ne va voir? C'est, beaucoup moins sain que d'aller chez McDo parfois. Ouais. Donc moi, j'aime pas tout ce qui est, des a priori, voilà, c'est trop, mais je crois en effet à l'équilibre alimentaire. J'ai travaillé pour la santé chez Danone et je crois qu'on a intérêt à manger, crétois, ou méditerranéen parce qu'il y a un endroit où le monde doit apprendre du sud, c'est sur l'alimentation et non pas apprendre des anglo-saxons. Ouais, c'est sûr. OK, alors une autre question. Comprenez-vous les grosses différences de salaire entre un animateur radio ou de télévision et une animatrice? Non, Est-ce que la justification sur non, je l'audience est comprends rien. logique? Non, je comprends pas. Non. L'audience, ça Non, d'ailleurs, Laurence Bloch, France Inter, arrive, tout d'un coup, elle devient patronne de France Inter, elle met des femmes et l'audience va très bien. ouais, L'audience donc va très c'est bien, donc quelque voilà. chose à changer Et encore. je suis pas sûre qu'elle soit aussi bien payée que les hommes, mais en tout cas, elle insiste. On lui dit d'abord que les voix de femmes, c'est pas aussi bien que les voix d'hommes en radio et elle insiste et elle, refait son programme et jamais, France Inter n'a aussi bien marché. Non, je D'accord. suis, pour qu'on évite les inégalités, surtout qu'on ait de la méritocratie, quoi. Non, je suis pas d'accord pour que les footeuses soient payées aussi mal par rapport, aux footeux, même quand c'est Messi. Ouais, OK, et donc mais le problème, il vient d'où alors? Parce que Le problème, il vient du fait qu'on a beaucoup valorisé, le sport au masculin avant de valoriser le sport au féminin et qu'on s'est aperçu que c'est un peu plus compliqué que ça. On l'a vu, récemment parce que les filles ont fait des scores qui étaient hyper intéressants en foot et tout d'un coup, les hommes et les femmes se sont mis à dire: «Ah mais les filles, c'est très technique, hein, c'est vraiment intéressant, hein». Voilà, c'est une question d'habitude et de voilà. Puis, en fait, on va pas valoriser que les gros bras, quoi. À la boxe, les filles, elles sont exceptionnelles, hein. ouais, OK, ça D'accord, ouais, marche. encore une fois, on revient au fait de ce que vous disiez tout à l'heure, que les filles, elles doivent tout le temps se surpasser pour être écoutées, Bien sûr, aussi. bien sûr. Il faut qu'un jour vous invitiez Nicolas Barr qui vous parlera. C'était comment elle est rentrée dans le foot. En fait, elle est rentrée dans le foot par erreur parce qu'elle accompagnait son petit frère, puis elle s'embêtait sur le banc de touche et un jour, il a manqué un petit garçon et donc on l'a déguisée en petit garçon. Elle est rentrée en match, c'était la meilleure. Ils ont gardé le déguisement très longtemps parce que Mmh. c'était très efficace et Nicole raconte comment cette relation au sport l'a aidée à se développer. Qu'est-ce que ça donne comme, parce que, par exemple, dans le problème des inégalités françaises très fortes aujourd'hui dans l'école, si on faisait plus de sport, je pense qu'on donnerait, de la confiance à des gens qui ont moins confiance, dans ce qui est intellectuel parce qu'on les a pas aidés au niveau de la famille à cette maturité intellectuelle et donc si on veut parler de méritocratie, il faut pouvoir, offrir des choses qui soient pas uniquement des choses reliées à votre famille et au fait qu'elle est derrière vous pour vous pousser, sans arrêt et donc ça, c'est des choses intéressantes. Le sport était une chose extrêmement intéressante. Ouais. D'accord. On a également une autre question, très intéressante qui est: est-ce que vous pensez, que la représentativité des femmes dans les médias, contribue à ces inégalités hommes-femmes? La non-représentativité des femmes dans les médias contribue aux inégalités, oui, bien sûr. On l'a fait, moi je sais pas, il y a une dizaine d'années ou peut-être même plus, j'ai fait partie la première commission, ça devait faire, plus. Première commission
commission Research, où on a travaillé sur l'image des stéréotypes des femmes, des images de femmes dans les médias. Et quand on a commencé, on ne savait pas très bien où on allait, parce que tout le monde s'habitue en fait à la représentation moindre des femmes. On n'en sait rien, quoi. C'est compliqué. On a choisi une période de 15 jours et on a compté. On a compté combien il y avait de femmes, combien il y avait d'hommes. On a compté qu'est-ce qu'elles faisaient, les dames et les hommes. Et alors, en fait, on s'est aperçu que, par exemple, à la télé, il y avait 70% de représentation masculine. On n'en revenait pas, même nous, on ne s'en rendait pas compte. Et ensuite, quand on a exploré, on s'est aperçu que ces femmes qui étaient là, qui étaient moins représentées que les hommes, elles avaient aussi un rôle beaucoup moins intéressant. Elles étaient témoins, elles étaient jamais expertes. C'est comme ça qu'est né le concept d'expert qu'on entend beaucoup aujourd'hui, parce qu'on pousse dans le CSA à faire monter les expertes. C'est-à-dire à pas appeler les femmes que pour dire ah c'est formidable, j'ai emmené mon enfant à l'école, c'est la rentrée. Hein, en gros, elles savent plein de choses. Il faut beaucoup les pousser parce que quand vous appelez les médias, vous savez, ça va très vite. On vous appelle la veille pour le lendemain. Et les filles, elles ont deux réactions. Une première où elles disent ah, je ne suis pas préparée. Finalement, je ne sais pas tout. Donc, c'est pas sûr que ce soit moi qui soit bien pour aller discuter. Et la deuxième chose, c'est que comme elles ont autre chose à faire, parce que c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est un peu compliqué leur truc là, où il faut être là le lendemain matin à telle heure et à telle heure. Bah, faut dépasser tout ça, il faut être là. Et mesdames, n'ayez pas peur, vous êtes des expertes. Et donc, je vous fais confiance pour aller très, très souvent dans les médias, parce que oui, lorsqu'on verra de la même façon des hommes et des femmes, ça enlève des stéréotypes et ça aide les filles à grimper. Et les hommes d'ailleurs à être heureux, parce que je ne suis pas sûre que les hommes tirent une situation formidable quand on les met aussi dans des silos où ils doivent être. C'est plus compliqué que ça, un homme. Et vous dites que la non-représentation donc de la femme dans les médias contribue, à cette inégalité, mais le fait que la femme, quand elle est représentée dans les médias, soit, on dit souvent très sexualisée, qu'est-ce que vous en pensez? La même chose, c'est-à-dire, je sais qu'en général, quand vous avez des experts, ça se calme, elles ne sont pas sexualisées. Enfin, c'est rare que j'arrive à l'écran sexualisée, vous voyez? Mmh. Parce que ils n'y arriveraient pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc je pense que plus vous montrez le nombre d'experts et moins les filles seront des faire-valoir des garçons, quoi. Ouais. OK, ça marche. Alors une autre question, hem, est-ce que votre métier, c'est autant être stratège que créatif? Même si on imagine déjà une Alors dans partage. mon métier, être créatif, hein, c'est être stratégique, c'est déjà être créatif. La stratégie, c'est une création. Ouais, Parce que vous posez des choses, vous posez des analyses. Donc vous posez le plus d'analyses possible. Mais à un moment donné, il faut sauter vers une direction. Venez comme vous êtes, par exemple. Il faut sauter vers, finalement, je vais dire, sur ce lieu, je vais dire sur ce restaurant, que c'est un restaurant qui admet la diversité. Pour arriver à ça, il faut poser certaines choses et puis à un moment, il faut avoir le courage d'une idée. Et c'est toujours créatif, le courage d'une idée. Donc en fait, dans notre métier, c'est une chaîne de créativité. Parce qu'ensuite, le créatif à qui on va aller parler, lui aussi, il va essayer de rendre ça intéressant. Et d'ailleurs, le jour où on voudra le réaliser, donc avec un réalisateur, avec des musiciens, eux-mêmes, ils vont essayer de rendre ça intéressant. Donc c'est une chaîne de la créativité que notre métier. Et c'est ça qui est passionnant. On a besoin des autres pour avoir du talent. ouais, elle est partout quoi, la Elle est créativité, partout. d'accord. D'accord. On a également une autre question, j'imagine d'un étudiant, qui est: à partir de quel niveau d'année vous prenez en stage, alternance? Est-il possible d'avoir un contact? Bien sûr. Alors, on regarde tous les CV, on prend plutôt vers la fin des études, plutôt que vers les débuts des études, parce que notre système de stage
plus que d'alternance d'ailleurs, mais on se met maintenant à l'alternance, parce que c'est bien. C'est quand même le meilleur moyen de recrutement et c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un, c'est des 2 côtés, quoi. Il faut recruter, mais faut que l'autre accepte d'être recruté donc c'est probablement le meilleur moyen pour vous de comprendre, si c'est un métier qui va vous intéresser et pour nous de sentir si ce métier va vous intéresser. On a intérêt à prendre des gens qui vont réussir dans le métier parce que en France, on travaille beaucoup sur les faiblesses parfois des gens. On leur dit: «Il faut compenser» et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les forces. Et les gens, ils sont pas faits pour être, pour qu'on leur dise sans arrêt: «C'est pas bien», truc. Donc il faut vraiment identifier les forces des gens et faire rester des gens pour qui ça va être un peu facile et il faut aider les gens à aller dans des lieux où ils vont réussir et les gens sont faits pour réussir, ils sont pas faits pour rater. Et ben, oui, bien sûr, il écrit, il trouve mon mail et il m'écrit, il se passe quelque chose ou il trouve le mail de l'agence, il écrit et on regarde les candidatures. D'accord, très bien. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour vos questions. Euh, Bon, merci également à vous. Merci Dessera donc pour, cet échange, inspirant et on remercie également toute l'équipe, Média Campus qui nous a aidés à mettre en place cette conférence, à l'équipe Isegoria by Média Campus également et à vous qui êtes, présents, avec nous, ici ce soir et enfin aussi à nos modérateurs. Donc on vous rappelle, que la prochaine conférence Isegoria by Média Campus aura lieu le 20 octobre. Donc celle-ci, elle sera en présentiel, au campus Audencia Atlantique et elle accueillera donc Jean-Jacques Brault, un haut fonctionnaire français avec pour thème Servir la France, une terre d'accueil. voilà, donc une conférence qui s'annonce aussi très inspirante et intéressante. Merci beaucoup, Mercedes Serra, d'avoir été Merci. avec nous ce soir. Bon, là, c'était en visio. Bon, ça fonctionne très bien, mais bon, on serait ravis de vous accueillir Au Média Campus. en présentiel si vous passez par Nantes un jour pour votre. Pour votre fils. Pour plein de raisons, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, très bonne Merci. soirée À à Bonne tous. bientôt, soirée. merci. Au revoir. Au revoir.